Highlander, nanar, film culte ou chef-d'œuvre incompris? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais revenir sur le premier Highlander avec Christophe Lambert, réalisé par Russell Mulcahy, produit par la Cannon et co-scénarisé par Larry Ferguson. Alors pourquoi j'ai cité la Cannon? Tout simplement parce que la Cannon c'était un studio en gros de production dans les années 80 qui a produit un grand nombre de nanars, de films avec Chuck Norris totalement oubliables, quelques films avec Van Damme qui sont peut-être pour certains restés cultes, je dis pas, des films de SF complètement fauchés, et même à l'époque, limite, c'était à la limite du regardable. C'est-à-dire que je sais pas, moi, sur 150 films ou 200 films, je sais pas, il y en a peut-être 3 ou 4 que tu peux retenir. D'ailleurs, je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, c'est dispo sur YouTube, c'est un super documentaire justement sur la Cannon, pour que vous compreniez bien de quoi il en retournait par rapport à ce fameux studio. Ça s'appelle Electric Boogaloo. Je vous mettrai le lien en description. Regardez-le, c'est en VOST sur YouTube. C'est un régal. Vous allez tout apprendre sur l'association de ces deux mecs, ces deux Israéliens qui ont formé en fait ce studio pour produire des films un peu à la con. Certains films qui vont rester cultes, d'autres complètement oubliables. Et vous allez voir toute cette histoire, c'est extraordinaire et surtout la façon dont ils vendaient leurs films. Regardez-le, Electric Boogaloo, c'est dispo sur YouTube. Et alors, ce qui est absolument dingue, c'est que le premier Highlander est aussi produit par cette fameuse Cannon. Alors est-ce que ça veut dire que c'est un nanar? Alors c'est sûr que Highlander est devenu un film culte. Est-ce que c'est un bon film ou alors est-ce qu'il est considéré comme un espèce de grand clip vidéo géant sans intérêt? Alors il faut savoir que le réalisateur Russell Mulcahy, il vient du clip vidéo, il a réalisé un nombre incalculable de clips vidéo et puis il s'est fait remarquer grâce à un film au début des années 80 qui s'appelle Razorback et ce qui l'a amené tout naturellement en gros à réaliser ce premier opus d'Highlander. Larry Ferguson, le scénariste, enfin le co-scénariste du film, il a écrit À la poursuite d'Octobre Rouge, Alien 3 et le flic de Beverly Hills 2. Donc autant dire que c'est pas non plus un manche. Alors en préparant cette vidéo, quelque chose que j'ignorais, c'est que Highlander à sa sortie a été un échec. En gros, il a coûté 19 millions de dollars et il en a rapporté que 12 dans le monde entier. Donc autant vous dire que c'est un four. Les producteurs ne sont pas rentrés dans leurs frais. Et alors c'est quelque chose que j'ignorais totalement. Moi j'étais persuadé, j'avais encore cette image en tête des années 80, c'est-à-dire 86 même, quand le film est sorti, que le film était un carton. Je n'ignorais pas que le film s'était pris de très mauvaises critiques à l'époque de sa sortie, mais je pensais quand même que le film avait marché. Eh ben, pas du tout. Mais en revanche, Highlander, c'est un film qui est devenu culte grâce à sa sortie en VHS. Et du coup, s'il y a eu un Highlander 2 que je vais totalement oublier tellement c'est extrêmement mauvais, il a existé grâce à la pression des fans, parce que le premier Highlander était devenu tellement culte que les fans ont réclamé des suites. Alors moi, si je me place de mon point de vue, je dirais que le film est quand même hyper bien réalisé. Après, je viendrai à la question, est-ce qu'il a mal vieilli ou pas? Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Quand tu as ce premier plan aérien qui va au final cadrer Christophe Lambert assis comme ça, et qu'après il va aller au parking, déjà, ça donne le ton, quoi. Tu sens que la mise en scène va t'en mettre plein la gueule. Alors aidé évidemment aussi par la musique de Michael Kamen, juste magistrale, et évidemment, on ne peut pas évoquer Highlander sans parler de Queen. Alors il était question au départ que Queen ne fasse qu'un seul morceau, il n'avait composé qu'un seul morceau pour ce film, et chemin faisant, en voyant les rushs, en voyant le tournage, etc., les membres du groupe ont été totalement inspirés par ce qu'ils voyaient, ils ont décidé de composer quelques morceaux en plus, et aussi les mettre sur un album. Alors ce qui frappe beaucoup dans Highlander, mis à part l'histoire, mais on va y venir, c'est évidemment sa mise en scène, sa plastique. Et moi, il y a toujours quelque chose qui me fascine quand je revois à chaque fois Highlander, et déjà ça m'avait vraiment frappé quand je l'avais vu la première fois au cinéma. Oui, parce que j'étais allé le voir au cinéma, celui-là j'avais 10 piges, et je sais pas, il n'y avait pas eu d'interdiction, je me souviens, c'était au Grand Rex, c'était super impressionnant. Il y a un truc qui m'a toujours fasciné, c'est les transitions, certaines transitions que je trouve absolument magnifiques. Par exemple, la première, quand MacLeod a tranché la tête de son premier ennemi dans le parking, tu as la caméra qui se lève comme ça, et on est donc dans un parking souterrain, et on va émerger sur les terres d'Écosse. Et ça, je trouve ça déjà magnifique, fabuleux. Alors toi, en tant que spectateur, quand tu vois le film au début, t'es complètement largué, mais déjà, rien que ce premier plan, ça t'en met déjà plein la gueule. Et en plus, beaucoup de séquences en Écosse sont tournées au château, au Donan Castle, que j'ai eu moi-même la chance de visiter lors de mon petit périple en Écosse. J'ai donc marché sur les traces du clan MacLeod, moi aussi. Une deuxième transition que j'adore, c'est la tête de Christophe Lambert en gros plan qui va se superposer avec un portrait en gros plan de la Joconde que tu vois sur une façade à New York. Je trouve ça absolument mais magnifique. Et puis la troisième transition, c'est celle où on part de son aquarium dans son appartement en 85. On va traverser le temps en un plan. On passe de l'aquarium
un loch, un de ces fameux lochs, ce qu'on appelle les lochs en Écosse, c'est-à-dire un immense lac sur lequel vont s'entraîner le personnage de Sean Connery et celui de Christophe Lambert. Alors, quelque chose de très frappant aussi dans Highlander, c'est évidemment le méchant, Kurgan, qui est magistralement interprété par cet acteur qui s'appelle Clancy Brown, qui a joué dans beaucoup de films en second rôle. Et alors, l'iconisation du personnage, moi je la trouve archi fabuleuse. Alors évidemment, on n'évite pas les clichés avec ce type de méchant. Peut-être dû à un script où on n'évite pas les clichés en termes de dialogue, où c'est pas super bien écrit en vérité. Je vais y venir un petit peu après. Mais c'est vrai que le méchant, pour moi, est hyper jouissif. Il est super bien campé par cet acteur. Cet acteur, des fois, en fait peut-être un peu trop, notamment sur la fin du film. Mais je trouve vraiment qu'il a un charisme de dingue, ce mec. Il incarne vraiment le badass, le méchant badass, mais comme on l'incarnait dans les films de ces années-là. Et c'est vrai que, parfois, Highlander me fait penser à un côté Terminator 1 en fait. Que ce soit du point de vue du méchant, on a par exemple des scènes dans la voiture où il met à fond la BO et on a des plans de la ville extérieure nuit qui me font vraiment penser à Terminator 1, même certaines répliques quand il est dans l'hôtel et tout ça qui me font penser à Terminator 1, sauf que oui, il est moins effrayant qu'un Terminator du fait que le Terminator c'est un cyborg et il est inarrêtable et tout ça, et que lui reste quand même un être immortel, donc normalement inarrêtable aussi. Donc, mais c'est vrai qu'il a un côté plus humain que le Terminator, donc il est un peu moins monofacial, donc il va faire un peu moins flipper, on va dire. Mais il y a vraiment certaines séquences qui me font penser à Terminator 1, notamment une espèce de ville comme ça, assez poisseuse, comme l'avait filmé James Cameron dans le premier. Et puis, du point de vue du héros également, du point de vue de MacLeod, moi les scènes de commissariat où MacLeod au début se fait interroger, elles me font vraiment penser à certaines scènes où on met en scène Kyle Reese quand il se fait choper dans le commissariat. Il y a vraiment, je trouve, des similitudes à se demander si les scénaristes ou le réalisateur s'est pas inspiré du film de Cameron, quoi. Alors, un des points les plus intéressants du film, c'est évidemment l'arrivée du personnage de Sean Connery. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que, bon, déjà, il est campé par Sean Connery, donc déjà, ça le fait. Puis à cette époque-là, il était quand même en grande forme. Et puis, Sean Connery, il se revendique de ses terres écossaises et tout ça, donc là-dessus, il n'y a aucun problème, ça le fait à fond. Mais le truc, c'est que même s'il joue pas un écossais, c'est un personnage qui va jouer la figure du mentor, de cette espèce de sorcier, même si c'en est pas un, c'est pas un sorcier, mais ce qu'on appellerait le sorcier dans le voyage du héros de Joseph Campbell, donc qui va mettre un petit peu le héros un peu sur de bons rails, et qui va en même temps nous expliquer qui est MacLeod. C'est-à-dire que c'est un personnage qui arrive pour expliquer à MacLeod qui il est, mais aussi à nous, spectateurs. Il faut bien se remettre dans le contexte qu'en 86, moi, je ne connaissais rien d'Highlander, j'avais peut-être même pas vu une bande-annonce, je ne savais même pas de quoi ça parlait, on y était allé comme ça, on adorait l'affiche, Christophe Lambert et tout ça, effets spéciaux, on y allait. Et on ne connaissait rien. Et c'est vrai que jusqu'à ce que ce personnage, interprété par Sean Connery, arrive, t'es complètement largué. Tu vois un mec passer d'une époque à une autre et tu ne comprends absolument rien à ce qui se passe. Et en gros, le personnage de Ramirez est là bien pour nous mettre aussi sur de bons rails, pour savoir qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Highlander immortel et tout ça. Et ça, c'est super important et ça arrive au bon moment, je trouve, parce que il y a un moment où nous, en tant que spectateurs, on aurait pu décrocher du film en ne sachant pas qui est ce MacLeod et pourquoi il y a plusieurs temporalités. Donc ça renforce aussi l'immersion par rapport au point de vue en fait du héros. Et puis ces scènes vont amener d'autres scènes complètement dantesques, les scènes d'entraînement sur la plage, limite presque en mode Rocky 3 un petit peu, des décors fabuleux, des séquences d'entraînement à l'épée absolument géniales, et puis ça va nous amener aussi, ça va nous amener un côté très exaltant en fait dans le film, et en même temps aussi un côté triste, parce que MacLeod s'attache de plus en plus à sa fiancée, et le personnage de Sean Connery va lui rappeler qu'il ne faut pas s'attacher. Donc tu as des moments très exaltants, mélangés à un petit peu de tristesse, quoi. Et donc ça m'amène évidemment à parler de l'histoire d'amour, parce qu'il y a une petite histoire d'amour comme ça qui se dessine, avec la musique de Queen. Si tu as un cœur, tu ne peux pas rester insensible à cette musique. Je peux pas te la mettre là parce que sinon la vidéo va se faire striker. Mais tu vois de quoi je veux parler. Who Wants to Live Forever? Quand tu vois cette scène, si tu as un cœur, t'es ému, c'est pas possible autrement. Putain, j'adore cette scène. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, c'est un peu cucul à praline. Oui, c'est vrai, il y a un côté un petit peu cucul à praline, mais je pense qu'ils viennent surtout par les dialogues, qui sont pas... pour moi, Highlander, c'est pas un scénario super bien dialogué. Je trouve que les dialogues sont quand même...
assez basiques, quoi. Ils sont pas très travaillés. Le scénario l'est, et ça je dis pas le contraire, mais c'est juste par rapport aux séquences dialoguées que pour moi le film pêche un petit peu. Et on le voit dans l'histoire d'amour. Mais cette séquence est quand même fabuleuse, quoi. Le temps qui passe, lui qui ne vieillit pas, sa femme qui vieillit, sa femme qui va mourir, on te met la musique de Queen derrière. En plus, le personnage de Sean Connery est mort. Donc c'est quand même une scène pour moi chargée en émotions qui dure peut-être même pas assez longtemps, j'ai envie de te dire. Mais quelle belle scène, quoi. Alors ça peut faire, ouais, un peu cucu, quoi. Mais moi, j'avoue que je me laisse tout le temps avoir. Pourtant, je connais le film par cœur. Mais à chaque fois que je vois cette scène, je me fais avoir, en fait. Il y a aussi des trucs dans les rapports entre personnages assez touchants. Je pense notamment au personnage de Rachel, donc petite fille juive qu'il a sauvée pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a un flashback par rapport à ça. Et qui, dans les années 80, va jouer le rôle de la femme un peu en mode amour impossible et tout ça. Et tout ça, c'est court, mais c'est beau aussi. Autre chose qui est bien exploitée aussi dans le film, c'est la relation qu'a le héros avec le personnage principal féminin. Relation qui est plutôt bien exploitée, mais je trouve qu'on n'évite pas certains dialogues quand même parfois un petit peu racoleurs. Des fois, c'est maladroit, je trouve. Alors, un truc qui pêche quand même pour moi par rapport au premier Highlander, c'est les effets spéciaux. Moi, j'ai quand même beaucoup de mal avec les éclairs, etc., que je trouve qu'ils ont super mal vieilli. Et c'est un peu dommage parce que si t'enlèves le côté cheapos maintenant, en tout cas les effets spéciaux qui ont très mal vieilli, tu gardes juste la mise en scène, ça a vraiment de la gueule. Hein, mais c'est juste certains effets spéciaux, notamment par rapport au combat de la fin, qui font, je trouve, un petit peu vieillot, et c'est un petit peu dommage. Après, moi, j'ai un affect particulier avec ce film. Je sais pas si c'est parce que je l'ai vu en salle à sa sortie. Moi, je peux concevoir que c'est un film, pour certains qui vont le découvrir maintenant, que ça ait très mal vieilli. C'est vraiment quelque chose que je peux concevoir. Autant tu peux pas me le dire sur, je sais pas, un Ghostbuster ou un Retour vers le futur, pour moi c'est impossible que tu me dises ça a trop vieilli et tout ça. C'est un film de son époque, oui, mais ça a pas vieilli pour moi. Autant je peux comprendre que sur un Highlander, que tu me dises ah putain, ça a pris un coup de vieux quand même, hein, si tu le découvres maintenant. Après, peut-être que ceux qui l'ont découvert en salle à l'époque ont un tel affect avec ce film qu'on ne pourra jamais le qualifier de nanar, quoi. C'est-à-dire que pour nous, c'est un film, oui, c'est un film culte, c'est un beau film, bah, c'est aussi ce type de film qu'on faisait dans les années 80, évidemment, pas que, mais c'était aussi ce type de film qu'on faisait comme ça. Il y avait un côté, des fois, un petit peu cuculapraïne, naïf et tout ça, et peut-être que moi, j'ai trop d'affect avec ce film pour pouvoir être réellement objectif. En tout cas, je vous donne mon avis, c'est un film que j'aime beaucoup, mais il a des faiblesses, il a également des défauts, mais pour moi, ses qualités prennent le dessus. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à vous rendre sur le lien Utip pour soutenir la chaîne, c'est toujours très important, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Ciao.